Bonjour à tous. L'actualité nationale et internationale, la musique et du sport, c'est l'essentiel du menu de votre émission Matin d'Éden pour le compte de ce jeudi 22 février 2018. On l'ouvre avec vous, Arnaud Mori-Yagoua. Bonjour. Bonjour, Freddy Loïs d'abord. Bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. La une des journaux. Madame, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de la une des journaux sur Matin d'Éden de ce 22 février 2018. Nous démarrons par le matinal. Le matinal titre « Scandale au CNCB, l'impartialité de Talon prouvée ». Poursuite des grévistes répartiteurs d'Atao, poursuite des grossistes répartiteurs d'Atao, le dossier renvoyé au 6 mars. C'est à lire à la page 2 du journal Le Matinal. Mairie de Cotonou, la succession de Léadi Soglo ouverte. Réforme dans le secteur de l'art et de la culture, le Matinal en parle. Omeki présente un projet ambitieux aux acteurs culturels. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré titre à sa une « Question orale avec débat ». Le ministre Oussou interpellé sur les projets d'électrification. Stratégie de lutte du secteur des arts, de la culture. Oswald Omeki sous le feu de l'action. C'est à lire à la page 3 du journal Le Béninois libéré. Série des rencontres avec les confessions religieuses. Série des rencontres avec les confessions religieuses. Talon en Djellaba cet après-midi. Le Béninois libéré évoque à sa une le Conseil des ministres et écrit « Talon met fin à la peine de mort au Bénin ». Cette nomination chez Djenotin et un chez Wadagni. D'autres titres sont à lire sont à découvrir à la une du journal Le Béninois libéré. Info Plus, titre en manchette, Conseil des ministres, le Bénin abolit la peine de mort. On peut lire toujours à la une de Info Plus, lutte contre l'impunité. Talon ne connaît ni amis ni partisans dans la frappe. Affaire des faux médicaments. Écoutez hier les grossistes répartiteurs désormais locataires de la prison. Prochaine audience prévue pour le 6 mars. C'est à lire à la une de Info Plus. La Nation, titre poursuite engagée contre des députés et anciens ministres, les précisions du ministre de la Justice, et c'est à lire à la page 3. Nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, une commission pour élaborer les décrets et arrêtés d'application. Conseil des ministres, la Nation en parle, Onésime G. Madodé, procureur général près la Cour suprême. Affaire, exposition et vente de faux médicaments, c'est à lire à la une du journal La Nation. Les grossistes pharmaceutiques en prison jusqu'au 6 mars. Et puis, fête de Wemehwe 2018, les festivités officielles lancées hier à Djoron. Nous restons à la une du journal La Nation pour finir et qui titre à sa une « Talon et la communauté musulmane bien sûr, se rencontrent ce jour. Talon rencontre la communauté musulmane ce jour. L'autre vision, éradication de la corruption et de l'impunité au Bénin, mouvanciers et opposants corrompus à la barre, avec un point d'exclamation. C'est à lire à la page 3 de l'autre vision. Relance du secteur des arts et de la culture. Omeki dévoile les grands axes aux acteurs culturels. Et puis l'autre vision évoque aussi à sa une cette affaire de faux médicaments et titre « Affaire faux médicaments,
les mises en cause en détention provisoire jusqu'au 6 mars. L'actualité à présent. L'actualité titre en manchette « Vaste campagne de mobilisation de la vie publique, une lutte sans considération partisane sous talon ». Conseil des ministres d'hier, le Bénin réaffirme son engagement contre la peine de mort. Dossier CNCB, l'actualité en parle à sa une et titre « Fin de cavale pour l'ex-DG Nadine Dako » et affiche sa photo. Stratégie de relance du secteur des arts et de la culture, Oswald Omeki dévoile le document de stratégie. Libération à présent. Lutte contre la corruption, Libération en parle à sa une. Talon ne connaît ni mouvancier ni opposant. Ouverture ce jour de la première session de négociation collective de 2018. La balle désormais dans le camp des syndicalistes. Justice béninoise, les peines de mort commuées en réclusion à perpétuité. Nous passons à Matin Libre. Matin Libre, titre en manchette, affaire à Tao, médicaments falsifiés, tous les grossistes interpellés, 3 points de suspension en prison. Le juge renvoie le dossier au CIRMAS. Le juge renvoie le dossier au CIRMAS. Et puis, concertation pour le dialogue social, c'est allié à la une de Matin Libre. Gouvernement et syndicats se retrouvent ce jour. Non-désignation des membres du COS-LEPI par l'Assemblée nationale. Indignez-vous, lance Victor Tokpan. Nord-Sud quotidien à présent. Statut général de la fonction publique, une commission créée pour élaborer les décrets d'application. C'est allié à la une du journal Nord-Sud quotidien, qui titre également « Contre l'impunité, talon dans la lutte non sélective ». Conseil des ministres, le journal évoque le Conseil des ministres à sa une et titre le compte-rendu de la séance d'hier. Conseil des ministres, le compte-rendu de la séance d'hier. Affaire vente illicite de médicaments de grosses cylindrées écrouées. C'est allié à la une de Nord-Sud quotidien. Le challenge à présent. Le challenge titre à sa une Bénin. Lutte contre la corruption, Daori, premier soutien de Talon, appelé à rendre gorge, pas d'amis, pas de partisans. Affaire faux médicaments à la une du journal Le Challenge, les leaders envoyés en prison jusqu'au 6 mars prochain. Et puis Conseil des ministres à la une, le Challenge l'écrit, Conseil des ministres du mercredi 21 février 2018, des juges nommés à la Cour suprême et dans des tribunaux. Dossier CNCB, Nadine Dako, arrêtée hier à l'immigration. Fraternité. Fraternité, le quotidien de Menontin, loi 2017-44 portant recueil du renseignement, mise sur écoute des Béninois, la Cour donne carte blanche. Dossier faux médicaments, les grossistes de Atao maintenus en prison jusqu'au 6 mars, c'est allié à la une de Fraternité. Les pharaons, Freddy Loïs d'abord, pour finir, la une des journaux de ce 22 février. Et bien sûr, le pharaon titre à sa une garde à vue de Daori, la preuve d'une lutte impartiale et irrésistible contre l'impunité. Les pharaons revient en manchette sur le dédommagement des sinistrés de Glodigbe et titre « Dédommagement des sinistrés de Glodigbe ». Le gouvernement joint l'acte à la parole. Lutte contre la mortalité maternelle maternelle, néonatalité et infantile au Bénin. La fondation Claudine Talon dote le CHU MEL et le CNHU Hubert Koutoukou-Maga de kits d'urgence.
C'est ici que prend fin la une des journaux de ce jeudi 22 février 2018. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi sur Matin d'Éden. Oui, merci Arnaud Mori Agoua. Il y a un titre qui fait l'unanimité à la manchette des différents canards, des différents quotidiens qui ne sont pas venus ce matin. L'actualité, Info Plus, les Pharaons et beaucoup d'autres quotidiens. Le challenge. Oh non, le challenge en fait cas. Eh bien, Talon ne connaît ni amis ni partisans. Ça, c'est Info Plus. Tout à fait. Et aux Pharaons de nous rappeler que la preuve d'une lutte impartiale et irréversible contre l'impunité. Arnaud Mori Agoua, partagez-vous ces différentes positions? Bien sûr que oui, Freddy Loris d'abord. Antoine Dayori, premier soutien de Talon, appelé à rendre gorge lorsque nous avions appris au cours de la semaine que la BEF a posé ses valises au CNCB. À la rédaction, nous avions dit attention, si véritablement Antoine Dayori, l'ancien DG, est concerné, il sera écroué, il sera mis aux arrêts. Et on a fait le débat. Certains disaient non, que c'est pas sûr et tout. Et véritablement, il faut dire Loris d'abord. Là, c'est pour les besoins de l'enquête. C'est pour les besoins de l'enquête, c'est vrai. Il pourrait laver de tout soupçon. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais même pour les besoins de l'enquête, certains pensaient que on pouvait ne pas inquiéter un proche du régime. Et voilà, je pense que c'est un signal fort. C'est un signal fort contre la lutte, dans la lutte contre la corruption, que le régime... Pour les autres qui pensaient tantôt à une lutte sélective. Une lutte sélective, c'est déjà une preuve pour répondre à ceux qui pensent qu'il s'agit d'une lutte sélective, surtout quand on évoque le cas de Barthélémy Cassa, qu'on sait, dont on connaît la sentence qui a été prononcée au niveau du tribunal de première instance de Cotonou, un non-lieu, pour ne pas revenir sur ça. Et donc, qui faisait allusion à un quotidien il y a quelques jours, j'étais avec vous. Tout à fait. Dynamisme Info, qui titrait que c'est Quiti. Et donc, je pense quand même que nous devons tenir compte de la décision de la justice, peut-être en ce qui le concerne, sauf si un citoyen ou une autre personne ne fasse appel. Et donc, on pense quand même qu'à travers la situation qu'on observe, que la lutte contre la corruption est véritablement déclenchée et que désormais, on peut savoir et comprendre que ceux qui sont champions en mauvaise gestion seront forcément interpellés et que les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Rien ne sera plus comme avant. On l'espère vivement. Est-ce que ça va continuer ainsi et que le chemin sera montré par le gouvernement de la rupture. Et que la lutte ira dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Comme l'autre, comme on le constate maintenant. Dans tous les sens, que ça soit mouvance, opposition, voilà, qu'on ne sente pas que d'autres sont lésés ou du moins favorisent d'autres personnes par rapport à d'autres. En tout cas, wait and see, on a du temps cette lutte, les couleurs politiques ne joueront pas. Chacun la prend maintenant. La corruption, normalement, ne devrait pas tenir compte des couleurs politiques. La corruption, ce n'est pas bien pour un pays en développement. Qui aspire à la je ne voudrais pas dire un pays pauvre comme le Bénin. La corruption, nous devons mener une lutte implacable contre ce phénomène-là. Et donc, je pense que désormais, chacun saura quoi faire quand on nomme les gens et puis ils allaient s'asseoir dans les buvettes et on arrosait à longueur de journée la nomination. Cultiver les bureaux, les maîtresses et entretenir les maisons. Tout à fait, on comprend. Il y en a dans ce pays qui ont construit et donné des maisons entières à des maîtresses, à des deuxième ou troisième bureaux. Je ne vous apprends rien. Bien évidemment. Ce ne sera plus désormais le cas. On va s'en tenir rien qu'à son salaire et gérer de manière judicieuse. On considérait le poste occupé comme une vache à lait. Personne n'est inquiété. Et puis, on se la pète dans la République. Je pense véritablement que chacun
doit se contenter désormais de son salaire fixé à un poste de nomination, à et ses des primes fixées, réglementées, officielles, et non donner des ordres de débloquer tel montant pour telle cause ou pour tel truc. Et donc, chacun. Merci. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que si quelqu'un commet encore ces erreurs-là, que d'autres ont eu à commettre sous les autres régimes, qu'ils iront tranquillement se reposer à la prison civile. Oui, je suis d'accord avec vous, Maury Anoagua, mais quand remettre à chacun ce qui lui revient de droit. Qu'on paie à temps les salariés, qu'on paie à temps les fonctionnaires. Pour leur éviter aussi de lorgner la caisse de l'État. Je suis parfaitement d'accord et je m'en voudrais si vous ne m'accordiez pas une minute pour me prononcer sur cet aspect-là. 30 secondes, oui. Il faut qu'on donne à César ce qui est à César. Je pense on ne peut pas être en train de faire la lutte contre la corruption et affamer des gens, des travailleurs et qui n'auraient pas été payés à temps. Donc, si nous voulons faire la lutte contre la corruption, nous devons prendre toutes les dispositions pour que demain, on ne reproche à personne quelque chose qu'elle n'aurait pas fait correctement. Donc, si nous voulons nous engager sur un terrain, on n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus droit à oublier ce que nous devons faire à temps. Il faut donner aussi l'exemple. Merci Arnaud Maury. Je vous apprends que c'est la journée mondiale du scoutisme. La journée mondiale du scoutisme, je n'ai pas été scout. Oui. À l'université, j'ai fait trois jours parmi les scouts, pas manque de temps, mais j'ai été MADEP. Mouvement d'apostolat des enfants du Bénin. Ça ne suffit pas pour faire de vous un scout. Mais vous avez la chance d'avoir en face de vous un scout. Oui. Un bon vieux et jeune scout. Un bon vieux et jeune scout qui, ce matin, était habillé dans sa tenue qui aurait voulu de scout, profiter de ce plateau. Qui aurait voulu profiter de ce plateau pour faire... On lui a interdit parce qu'il n'a pas fait le détour, il n'a pas fait l'escale au service commercial. Voilà. Mais c'est vrai que juste après le bulletin d'information, on lui permettra de nous dire un mot sur cette célébration. Bonjour Aristide Setti, c'est bien de vous qu'il est question. Scout, oui, mais tout de suite, on vous veut dans votre qualité de journaliste pour nous permettre d'actualiser notre capital en information. Voici le bulletin d'information. On l'ouvre maintenant et tout de suite avec vous, Aristide Setti, je le disais tantôt. À nouveau, bonjour. Bonjour Loris, c'est Freddy Davor. Bonjour mon cher ami et collègue Arnaud Maury Anoagua qui m'a attaqué tout à l'heure. Bonjour aux amis téléspectateurs de Eden Télévision et aux auditeurs de Diaspora FM la 102.3. Vous n'avez d'ailleurs pas le choix. Si vous partagez la même rédaction, il ne peut qu'être votre ami. Alors, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 février 2018 sous la présidence effective du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, nous dira Aristide Setti. Plusieurs dossiers ont été examinés et de nombreuses nominations ont été prononcées, notamment au ministère de la Justice au cours de la dite séance. Suivons un extrait du compte rendu du garde des Sceaux, Joseph Diobeno. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, premièrement, décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale ad hoc chargée d'élaborer les décrets et arrêtés d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. La nouvelle loi sur la fonction publique a prévu, en son article 395, la prise de tests d'application pour fixer les modalités de mise en œuvre de certaines de ces dispositions. Il s'agit précisément de 47 décrets et de 8 arrêtés. La rédaction de ces tests nécessite la mise en place d'une commission qui procédera, avec l'expertise et la célérité requises, à l'accomplissement de cette tâche en vue de la parution rapide de ces actes réglementaires.
La commission ainsi créée comprend des représentants de l'administration centrale, des départements, des collectivités territoriales, ainsi que des universitaires, des partenaires sociaux et des personnes ressources. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a rendu compte au Conseil de la décision prise par le président de la République, par décret présidentiel et en vertu des prérogatives que lui confère l'article 60 de la Constitution, de commuer les peines de mort prononcées par les juridictions nationales en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il en résulte qu'aucune personne condamnée à mort ne se trouve dans les prisons du Bénin. Cette décision est la conséquence de la position de notre pays en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la ratification par l'État du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour constitutionnelle avait déjà, dans sa décision du 4 août 2012, jugé qu'aucune disposition légale ne doit plus faire état de la peine de mort, et dans celle du 21 janvier 2016, que l'entrée en vigueur de ce deuxième protocole facultatif rend inopérante toutes les dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort. C'est donc pour toutes ces raisons et pour tenir les engagements du Bénin au plan international que le président de la République a pris cette décision majeure au plan de la promotion et de la protection des droits humains. Dans le respect des procédures établies, le Conseil supérieur de la magistrature en a été saisi et a donné son avis favorable le 15 février 2018. Le président de la République a, le même jour, pris le décret qui consacre cette mesure, permettant ainsi à notre pays de se hisser au rang des nations modernes qui prônent le respect de la vie humaine. Et nous poursuivons ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Le Monde rend hommage à un grand maître du cinéma africain, Idrissa Ouedraogo, on vous en avait parlé, rendu là le 18 février 2018 à Ouagadougou. L'auteur du film Tilaï, Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 1990, mort à 64 ans, Idrissa Ouedraogo a énormément contribué au rayonnement du cinéma africain. C'est du moins ce que nous apprennent Fréjus Sisséolan et Damien Pedro. À l'appel de la mort, Idrissa Ouedraogo a répondu, ce 18 février 2018. Si chaque vie était un film, ce grand cinéaste venait ainsi de baisser le rideau sur le sien. La salve d'hommages qui s'en est suivie, d'Afrique aux Amériques passant par l'Europe, n'est en réalité que la reconnaissance des mérites d'un cinéaste qui a fait rayonner l'Afrique dans le landerneau de l'image et du son. Jemima Katraye, réalisatrice, journaliste et directrice de la télévision nationale, parle de la spécificité de l'art de l'homme. En fait, Idrissa Ouedraogo a pris dès le départ l'option de faire de longs métrages en utilisant les décors naturels africains, en tournant dans des villages, dans des paysages qui reflètent vraiment la vie en Afrique, pour pouvoir positionner l'Afrique dans le cinéma. Donc c'est un grand homme et le monde entier a été témoin de ce que ses œuvres ont apporté au cinéma en général. L'impact du talent de l'artiste n'est donc pas à circonscrire dans le cinéma africain. Il était simplement un monument du cinéma. Samson Adjaro, acteur, réalisateur, le croit aussi.
Et lorsque vous regardez ces œuvres, justement, vous sentez une démarche non seulement technique assez intéressante, mais surtout artistique, parce que c'est un monsieur empreint d'une sensibilité exceptionnelle. Entre les années 80 et 2000, c'est quelqu'un dont le palmarès s'est retrouvé très prenant dans les box-office à l'international, avec une vue imprenable sur les plus grands festivals du monde. Et c'est avec Tilai, un long métrage de 81 minutes réalisé en 1990, qu'il confirme sa sagacité, sa créativité et son originalité dans l'univers du cinéma. Une histoire d'amour complexe, interrogée par la tradition et les sentiments. Cornelia Glélé, journaliste critique de cinéma, rappelle ici les récompenses de Tilai. Il a eu les talents d'or de Yenega, c'est le plus grand prix du FESPACO. Quand vous l'avez, vous êtes vraiment au sommet. Il a eu des prix au festival de Milan, à Venise également et dans d'autres festivals du monde. Il a eu 2 prix au festival de Cannes. Il a même été président du jury dans plusieurs festivals dans le monde. Il a fait de très grands films et aujourd'hui, quand on cite des cinéastes africains partout dans le monde, on cite Idrissa Ouedraogo dedans. Si Tilai a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 1990, déjà en 1988, son film Yaba y décrochait déjà le prix de la critique. Mais pour Samson Adiaho, malgré ce palmarès, Idrissa Ouedraogo, plusieurs fois récompensé au FESPACO, meurt en laissant un vide. Quand on parle de Bergman, on parle de la temporalité. Quand on parle de Hitchcock, on parle du regard haptique, du gros plan. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle de Ouedraogo. Quant à Jimmy Makatraye, Idrissa Ouedraogo, auteur d'une 40aine de films, s'est éteint en laissant un important héritage à la postérité. C'est l'homme qui s'est fait à la fois de petits cours pour la télévision et de longs métrages pour le cinéma, qui également a eu à mettre en scène du théâtre. C'est un artiste complet dans le domaine de la dramaturgie. Il a su posséder d'autres personnes. Il ne laissera pas un vide dans la profession. Producteur et réalisateur de la série à succès Kadi Jolie, Idrissa Ouedraogo était aussi chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso, son pays, et chevalier des arts et lettres français. Aristide Setti, nous maintenant ouvert ce registre spécial hommage à Idrissa Ouedraogo et poursuivre maintenant, je dirais, les mots, les hommages de quelques acteurs culturels béninois. Que gardaient les cinéastes béninois du Burkinabé Idrissa Ouedraogo? Ils répondent toujours au micro de Fréjus Séolan et Damien Pedro. C'est comme s'il savait qu'il partait. Il s'est pratiquement réconcilié avec tous ceux avec qui il avait des petits problèmes. Ça ne manque jamais, vous savez, surtout dans le milieu des artistes. Je l'ai vu faire au dernier FESPACO. C'était un être humain complet, avec plein de qualités et plein de défauts. Je ne vous dis pas que c'est Idrissa Ouedraogo que vous avez devant vous, vous ne croirez jamais que c'est lui. C'est un homme simple, ordinaire, bourré de talent, qui ne s'exprimait que par son talent et qui pouvait passer d'une forte colère à un grand fou rire. Nous avions des projets et il avait beaucoup de projets pour le Bénin, inimaginables. La semaine dernière, il a parlé avec mon DG. Il avait des projets avec l'ORTB. Il y a des projets de films qu'il voulait faire dans la sous-région et portés par toutes les télévisions de la sous-région. Parce qu'il n'arrête pas de crier. Moi, il me promettait tous les jours qu'il allait venir à Cotonou. Il a des amis parmi les autorités politiques et tout ça ici au Bénin aussi. Donc, comme c'est quelqu'un qui veut parler de l'Afrique dans son cinéma, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans son Ouaga natal. Moi, en plus, j'ai eu l'occasion de suivre ces masterclass, que ce soit au Burkina, que ce soit au Maroc. Et j'ai vu quelqu'un qui avait un potentiel énorme. Il me recevait dans son bureau quand je suis à Ouaga et il me donnait des conseils de vie de façon très directe. Il avait un style très dur, très direct, avec des mots très forts. Voilà, il te dit vraiment, il te parle comme un enfant qui n'a pas de parents, qui n'a pas de chance. Il te dit, mais écoute, t'es un Africain. Il avait cette façon d'aller vraiment droit au but et de te réveiller en disant,
il faut que tu prennes au sérieux le métier que tu as emboîté. Il estimait qu'il faut être très discipliné si on veut réussir dans ce métier. Il était très simple et très accessible. C'était un artiste qui avait une démarche très organique. Il allait en contact des gens, il blaguait beaucoup, il prenait du temps à parler avec les gens, il bavardait énormément. Le cinéma, après tout, c'est la métaphore de la vie. Donc lui, il savait si bien le transmettre. Idrissa Ouédraogo, au-delà du réalisateur qu'il était, c'était une oreille. Quand vous êtes jeune réalisateur et que vous allez vers lui et vous lui soumettez votre idée, il ne va pas vous la voler, il va plutôt vous donner des conseils, etc. Il est toujours prêt à aider les jeunes cinéastes. Je ne dirais pas que je l'ai écouté, on s'est eu au téléphone parce qu'on devait faire une interview au FESPACO dernier avec Rasmane Ouédraogo qui a joué dans son film Tilay. Et les programmes étant ce qui sont au FESPACO, je n'ai pas pu le voir. Je lui ai dit, allô tonton, je suis une petite blogueuse et je voudrais vous prendre en interview. Il m'a dit, il n'y a pas de petite blogueuse. Tu es une grande blogueuse et c'est quand tu veux pour l'interview. Donc, on n'a jamais pu caler nos rendez-vous parce qu'il y avait le Mika, il y avait des colloques, il y avait des films, etc. On a mis ça au FESPACO prochain. Et voilà, le FESPACO n'est pas arrivé et lui, il est parti trop tôt. Déclaration des organisations de la société civile à la maison qui porte le nom de cette organisation. Eh bien, cette déclaration porte sur la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. C'est à travers une conférence de presse conjointement animée par WANEP Bénin, Social Watch Bénin, Amnesty International Bénin et Changement Social Bénin ce 20 février à Cotonou. Le point avec Mori Agua et Romaric Devoshi. Les organisations de la société civile représentées ici par WANEP Bénin, Social Watch Bénin, Amnesty International Bénin, Changement Social Bénin s'insurgent contre la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. Ils l'ont fait savoir à travers cette conférence de presse à la maison de la société civile. Le porte-parole des organisations de la société civile a d'abord noté le statu quo des parlementaires après leur dernière sortie du 31 janvier 2018. Qu'ils vous souviennent qu'à travers notre sortie médiatique du 31 janvier 2018, nous, organisations de la société civile, avions évoqué le non-respect de la décision de la Cour constitutionnelle qui demandait aux parlementaires la désignation de leurs représentants devant siéger au COSLEPI conformément aux exigences du Code électoral. 2 mois après la décision de la Cour constitutionnelle, nous constatons avec regret le statu quo au niveau du Parlement. Les organisations de la société civile interpellent donc le chef de l'État et attirent son attention sur les éventuels risques qu'engendrerait la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. L'incertitude critique à laquelle expose notre pays la non-désignation des membres du COSLEPI en violation du Code électoral et de la décision de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2017. Le risque de la non-organisation à bonne date des élections et dans les conditions légales prescrites par notre Constitution, le risque d'une décrédibilisation des institutions de la République, la fragilisation de l'ensemble du système démocratique béninois du fait de la non-exécution répétée des décisions de la Cour constitutionnelle, seule garante du fonctionnement normal et régulier de nos institutions. Le risque de la violation des droits humains, notamment les droits civils et politiques des citoyens. Le risque, enfin, d'une implosion sociale avec les implications politiques imprévisibles et non maîtrisables. La société civile appelle donc à l'urgence d'une solution. En demandant expressément à son Excellence Maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale, de procéder sans délai à la désignation des membres du Parlement devant siéger au COSLEPI, en invitant respectueusement son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, à veiller scrupuleusement au respect de la Constitution, en invitant les parties prenantes à prendre toutes les dispositions idoines pour la désignation et l'installation des membres du COSLEPI. Si allons qu'à cette conférence de presse, les organisations de la société civile ont lancé une pétition pour la collecte de signatures afin d'inviter les parlementaires à se conformer au code électoral et à la décision de la Cour constitutionnelle.
Avant de mettre un terme à ce journal, faisons une escale dans le marché de Glodjigbe. Nous sommes, vous le savez, dans la commune d'Abo-Makalavi, pour y constater bien évidemment l'insalubrité. Le marché de Glodjigbe fait partie des grands marchés de la commune d'Abo-Makalavi. Mais force est de constater que ce marché est dans un état d'insalubrité très avancé. Suivant le constat fait par Carnot François Ngbrento et Fréjus Fiossi. Au nombre des marchés les plus fréquentés dans la commune d'Abo-Makalavi figure celui de Glodjigbe, mais qui, malheureusement, végète dans une insalubrité totale. Vous accueille en lieu place des hommes et marchandises, des tas d'ordures d'articles de tout genre. Une situation que déplorent les usagers du dit marché et dont les causes sont multiples, en témoigne Dame Evelyne Oussoupevi, vendeuse dans le marché. Mi de de sun akiwa tole o mi de wedo mo blo we mi ka mo fi de mi na ran kon so ko do e sa ran kon to ko me so ko de do gudo fi e do ko yo u fi ni o. S'il y a des ordures dans le marché comme ça, c'est la faute à nous-mêmes vendeuses. Nous jetons ces ordures là où nous voulons, n'importe comment et n'importe quand. Les ordures que vous voyez là, le CA avait déjà envoyé des gens pour ramasser. Mais le défaut d'endroit pour mettre ces ordures fait que nous sommes obligés de les mettre dans le marché, ce qui n'est pas bon. Je demande alors aux autorités de nous trouver un endroit adéquat pour le dépôt des ordures. Pour le CA intérimaire de Glodjigbe, Théophile Rumbedji, cette situation relève d'une importance capitale pour le conseil communal d'Abo-Makalavi et bientôt des solutions idoines seront trouvées. L'insalubrité au niveau du marché de Glodjigbe nous tient à cœur. Sinon, le conseil communal avec le maire Pada Georges, nous sommes en train de déployer des efforts et l'État central a voulu aussi nous accompagner. Donc déjà, ils ont fait la réception des camions qui vont transporter les déchets solides du marché pour d'autres dépositoires. Donc le maire est déjà à pied d'œuvre pour que ces camions viennent dans le marché pour le ramassage des ordures. Théophile Rumbedji a profité pour rappeler que des séances de sensibilisation à l'endroit des vendeuses vont se multiplier une fois les bacs à ordures seront installés dans le marché. En ce qui concerne les bonnes dames, nous allons continuer la sensibilisation parce que vous savez, les dames, vraiment, ils sont difficiles, elles sont difficiles difficiles pour comprendre les choses. Donc nous allons continuer la sensibilisation à leur niveau pour que désormais ils ne jettent pas des ordures n'importe quoi dans le marché dès que les bacs à ordures seront prêts. Marché, lieu public où l'on vend les choses nécessaires pour la subsistance et pour les différents besoins de la vie ne devrait pas être un lieu de dépotoir d'ordures. Mais comme l'a dit le CA intérimaire, vivement que les bacs à ordures soient installés afin que chaque partie joue sa partition pour la propreté du dit marché. Ah oui, merci à Carnot François. J'espère qu'au retour de ce tournage, que vous avez pu prendre les dispositions qu'il faille avant de toucher à un plat. Alors, je comprends maintenant pourquoi les bonnes dames au marché de Glodjigbe, Arnaud Mouriagua, Aristide Setin, ont fui le marché et sont venus s'installer au bord de la route. Oui. Non, mais je comprends maintenant. C'est triste ce qu'on a constaté. C'est malheureux. C'est malheureux pour une population. Le marché de Glodjigbe, ce n'est pas seulement pour Glodjigbe. Ces ordures, est-ce bien évidemment le fruit, ces ordures sont le fruit des déchets produits par les bonnes dames du marché ou de tous les habitants aux encablures du marché? Non, je pense que ces ordures que nous avons vues sont les ordures que les femmes entassent à l'intérieur du marché. Et donc, je pense que ce n'est pas les ordures des ménages voisinants qui sont déposés dans le marché. Voilà. Mais c'est une politique à laquelle ça devait être déjà la première priorité de l'autorité
à la tête de cet arrondissement. N'est-ce pas? Parce que le marché, les autorités, le marché est mitoyen avec l'arrondissement. Et je ne sais pas si l'odeur de ces ordures ne dérange pas l'autorité. Je comprends maintenant pourquoi les hangars sont vides. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous comprenez pourquoi les femmes viennent se mettre au bord de la voie. Ça, c'est un autre cas. Ce n'est pas les ordures qui les obligent à venir rester au bord de la voie, mais il semble. Si vous avez tous ceux que vous avez suivis sur ces différentes images, non, déjà avec ces ordures, moi je ne peux pas me rendre dans ce marché et aller acheter. Ce sera. Non, mais quand on dit qu'on y vend des denrées. Moi, je veux savoir si même les femmes arrivent à respirer. C'est là où je donne raison à Loris. Est-ce que les femmes arrivent à respirer à travers ces odeurs? Est-ce qu'elles peuvent véritablement vivre respirer? Voilà, c'est pour prendre l'air naturel qu'elles viennent rester, s'installer au bord de la voie. Et moi, je voudrais demander ce qu'on a vu avec ce reportage de Cano François Ngbrento, ce constat-là. Moi, je vois que ce sont les fruits de plusieurs années. Je constate que ce sont des tas d'ordures de plusieurs années. Est-ce que les autorités n'arrivent pas à récupérer des tasses dans ce marché-là? Ces tasses-là, voilà, ces tasses-là, ces tasses-là font quoi? Je le disais tantôt, le marché de Glodjigbe n'est pas seulement pour la population de Glodjigbe. Et si vous allez là-bas avec ces échanges... Avec ces échanges commerciaux, vous allez voir qu'il fait des emplettes. Il y a des gens qui quittent l'intérieur du pays pour venir faire des commandes là. Il y a des gens qui quittent le marché de Glodjigbe n'est pas un petit marché. Donc c'est triste, je l'ai dit, c'est malheureux. Et je souhaiterais que les autorités puissent prendre en charge ce marché-là. Et je demande également à la mairie d'Abomey-Calavi, au service d'assainissement ou au service de l'environnement, de véritablement descendre dans ce marché de Glodjigbe pour assainir le marché. Même s'il faut faire une journée de salubrité, il faut faire cela. Frédéric Loïs, d'abord, je crois que l'assainissement de ce marché devient une urgence. Ce n'est plus à solliciter ou bien on n'a plus besoin de supplier l'autorité communale pour ça. Ça dit ça devait être une priorité dans les toutes prochaines heures, c'est-à-dire nettoyer ce marché pour que notre caméra reparte pour montrer à la face du monde que, voilà, les autorités ont pris à cœur. Oui, il y a encore de bons citoyens à Glodjigbe. Et même, je pense qu'on ne doit pas attendre forcément l'autorité pour pouvoir nettoyer ce marché. Les populations doivent il y a une semaine, se une association mobiliser. de jeunes a été portée sur les fonds baptismaux. Absolument. Ce doit être aussi le la rôle population de Glodjigbe. Et c'est un déshonneur pour elle qu'un marché soit dans cet état-là. Elle doit se lever au plus vite et se rendre dans ce marché avec marteau, balai en main et rapidement nettoyer ce marché. C'est leur marché. Et donc, on ne peut pas attendre forcément l'autorité. Maintenant, si l'autorité ferme les yeux et on en arrive là, vaut mieux que l'autorité démissionne. Parce que ce n'est pas la peine. On n'est pas autorité de non. On est autorité pour poser des actes. Il fallait le dire. Si on ne le dit pas tout de suite maintenant, vous allez voir, quand on va constater des cas d'infection et autres, eh bien, on va en appeler encore. Oui, il y a un problème. Maury, Loris, il y a un problème. C'est parce que ces autorités ne fréquentent pas leur propre marché. Directement, c'est dans Tokpa. Est-ce que les épouses de ces autorités-là fréquentent leur propre marché, le marché de Glodjigbe? 1, 2, 3, supermarché. Toutes les autorités n'habitent pas à Glo. Non, mais écoutez, si vous êtes autorité à Glodjigbe et que vous habitez à Kpa ou vous habitez à Boukoumé, comment vous pouvez connaître les problèmes de la localité? Si vous êtes autorité, il n'est pas dit il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas du tout responsable. On ne peut pas attendre que... Moi, j'en appelle surtout aux jeunes de Glodjigbe qui font de la politique, qui aspirent, qui lorgnent certains postes. On ne peut pas attendre que le ministère du cadre de vie octroie des camions de transport d'ordures à la mairie de Calavi avant de régler ces problèmes-là. Il faut que les autorités prennent les choses. Merci aux scouts. C'est la journée mondiale du scoutisme. On n'a plus de temps. Il faut saluer seulement les responsables. Comment on les salue? Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour les grands et les petits, de 6 à 11 ans, c'est la main droite. C'est la main droite. On est comme ça. Qu'est-ce que vous y apprenez?
Non, bien mais vous comporter, écoutez, moi, je vais donner juste 30 secondes. Non, Gallo, je salue les 15 scouts. secondes. Comme Moi, ça. par exemple, quand j'étais petit, je ne faisais pas du tout la vaisselle. Mais il a fallu que ma maman m'inscrive dans le scoutisme. Et on a fait un camp. Et pendant tout le mois, d'accord, de ce camp-là, c'est moi qui étais à la vaisselle. Et désormais, j'ai pris goût. C'est moi qui fais la vaisselle. Vous auriez pu opter pour ce métier-là. C'est terminé. Faire de la vaisselle. On installe maintenant on installe le conducteur de mototaxi. On vous aime pour accompagner Arnaud Mori, Agua et Aristide Setti et pour installer de ce fait les débatteurs. Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue, et Fréjus Seulan, journaliste à la rédaction de Eden TV Diaspora FM. Ils auront à décrypter, à aborder la conférence nationale des forces vives. Histoire, leçon pour la postérité. Histoire et leçon pour la postérité. On en parle dans le débat fait croisé. On vous aime maintenant. Maintenant, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Ça, je ne peux pas les condamner. C'est la faute à leur maman. Une femme qui a eu une bonne éducation auprès de sa maman, mais doit savoir bien préparer. Donc la faute, c'est à leur maman. Conseil que je peux donner à l'endroit de ces, je ne dirais pas à ces femmes, à l'endroit de leur maman. Si la maman veut préparer à la maison, il faut que la maman appelle l'enfant, que l'enfant reste à côté d'elle et suive ce qu'elle est en train de faire. Là, comme ça, demain, l'enfant aussi va prendre le vol comme maman est en train de faire. Mais si maman ne peut pas faire, alors l'enfant, c'est difficile pour elle. Les maris qui veulent ça, d'abord, quand il s'agit de la préparation à la maison, même le mari aussi doit savoir préparer. En tant que mari, tu dois savoir préparer. Quand tu ne sais pas préparer, quand il y a problème entre toi et ta femme, alors dis-toi que tu n'as rien à manger, soit tu es obligé d'aller au cafétéria ou bien d'aller au restaurant. Donc l'homme aussi doit savoir préparer. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Communiquer, appeler et obtenir facilement les informations sur le RAVIP. L'Agence nationale de traitement ANT et le comité technique de pilotage du RAVIP, CTP RAVIP, informent le public que toute personne, où qu'elle soit, connectée ou non, peut demander facilement et obtenir des précisions sur le RAVIP. Les différents centres d'enrôlement, pièces à présenter pour se faire recenser, protocole d'enrôlement, peut appeler le 7016 à 2 francs la seconde depuis les réseaux GSM, Move et MTN. Le RAVIP est à leur écoute tous les jours de 8h à 19h sans interruption. Heureusement que si c'est m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dis-moi, vous ne répéterez pas? Mais quand même, tu es frère, Pierre. Oui, mon frère. Yo, tu es comme. Oui, tu es en train de France. Tu es en français, on va continuer à nous vivre dans le bled. Oui, on tourne ensemble. FAC Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nouin. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45.
Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Vous êtes les bienvenus dans le débat Affaires croisées qui réunit ce matin autour de ce plateau le docteur Raymond Assogba. Il est socio-anthropologue, on ne le présente plus, il était des nôtres plus d'une fois déjà. En face de lui, Fréjus Seulan, il est journaliste à la rédaction de Eden TV Diaspora FM. Fréjus Seulan qui subit quelques ennuis au niveau de son siège, voilà, qui va devoir peut-être poursuivre le débat debout, ou voilà, il est en train de régler les derniers détails liés bien évidemment à son siège, voilà, c'est bien fait maintenant. Alors, je disais que nous allons aborder ce matin la conférence nationale des forces vives. On va revivre l'histoire en résumé bien évidemment, et nous rappeler les leçons pour la postérité. Qu'ils vous souviennent, nous étions un peu avant le mois de février 1990. Eh bien, différentes têtes pensantes de ce pays se sont réunies d'abord à Paris et ici pour penser à cette grande réunion qui verra bien évidemment naître la démocratie au Bénin, la conférence qui s'est tenue du 19 février au 28 février 1990. Eh bien, cette conférence a réuni, inutile de vous le rappeler, différentes forces vives de cette nation qui ont réfléchi pour sortir cette nation, ce pays, le Bénin, de cette crise chronique qui rongeait le Bénin à l'époque. Je ne vous apprends rien. Eh bien, pour revivre l'histoire, Dr Raymond Assogba nous fera vivre quelques temps forts de ces assises, de cette réunion sensible qui a vu naître la démocratie, je l'ai dit, la conférence nationale des forces vives. Alors, Dr Raymond Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Je rappelle que vous n'avez pas été auteur, je dirais, membre actif de cette conférence des forces vives. Vous avez vécu cette conférence d'une manière particulière. Je vous laisse le révéler ou la révéler, cette manière particulière aux amis téléspectateurs. Merci bien, Loris. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est vrai, en 90, j'étais exilé politique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que nous avons été, en tant que jeunesse universitaire, les premiers à donner le coup de boutoir au système du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Et à l'université, nous sommes montés au créneau pour revendiquer les libertés publiques et privé. Pour l'histoire... Vous avez participé à cette fronde? Ah oui, là, oui, nous avons participé à cette fronde, encadrée par les aînés qui sortaient de prison, comme Alassane et Basilus Siendete Denis, les Wantikon Léonard, et qui sont revenus à l'université. Il faut souligner et rappeler que de 1972 à 1989, le Bénin a changé de nom, c'était le Dahomey. Et le Bénin a changé le Dahomey a changé de nom en 1975 et est devenu République populaire du Bénin avec un slogan, le marxisme-léninisme, et puis l'objectif de construire un socialisme scientifique. Et cela avait enthousiasmé toute la population parce que c'était un rêve. Et ce rêve était supporté par l'autre slogan politique, compter sur ses propres forces. Et il faut dire que le peuple était fatigué des coups d'État endémiques de 60 à 72, avec la dernière trouvaille d'un gouvernement présidentiel à 3 têtes. Et donc le peuple était fatigué, le peuple a accueilli le coup d'État du 26 octobre 1972 avec enthousiasme, et aussi un choix qui basait tout sur les forces sociales. Mais en même temps,
c'était une période dialectique. Dialectique dans la mesure où, au plan politique, il y avait justement une compétition de leadership entre les ligueurs et le FACEN, le Fonds d'action des élèves étudiants du Nord. Et donc, il y a une faction qui l'a emporté, qui a créé une alliance avec les militaires pour donc instaurer le parti de la Révolution populaire du Bénin, qui est devenu, je ne sais pas comment on le dit, l'homme unique, la pensée unique, et donc et le centralisme démocratique. Nous avons vécu ça avec la production. C'était la période où, quelle que soit l'unité sociale, il faut dire économique, il fallait partir faire la production, chacun avait son champ. Et véritablement, ça a été un enthousiasme. Mais un enthousiasme aussi qui a été ponctué par l'agression du 16 janvier 1977. Les jeunes n'ont pas vécu ça. Mais ce dimanche-là, ça a été... C'est là que nous avons compris que la révolution, comme disait le grand camarade Kérékou, paix à son âme, la révolution n'était pas un dîner de gala. Et donc, on ne pouvait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et ça a été aussi une période, je le dis toujours dialectique, parce que l'agression du 16 janvier 1977 a été organisée aussi par des Béninois qui étaient exilés politiques, qui cherchaient à participer à ce qui se passait au pays. Oui, on pourra consacrer bien d'autres tribunes pour creuser ce que vous évoquez là tantôt. Docteur Raymond Assoba, vous savez, cette conférence nationale, vous l'avez vécue, vous, à votre manière, en qualité d'exilé. Et pour faire l'exercice ce matin, nous avons voulu croiser deux générations. Vous l'avez vécu de loin. Lui, en face de vous, Fréjus Seoulan, il ne l'a pas vécu. Il l'a lu. Il l'a fait que lire. Oui, il ne dira pas le contraire. Fréjus Seoulan. Bien évidemment. Après lecture et après avoir suivi des vidéos. C'est aussi ça le fort de l'histoire, c'est de pouvoir se baser sur des archives, comprendre le passé et bien préparer le présent pour éviter les erreurs du passé et préparer ce présent pour un futur meilleur. Que peut retenir un jeune? Bien évidemment, c'est ainsi qu'à travers les archives vidéo et d'autres archives, cette grande messe, on a pu s'abreuver des différents événements qui ont conduit à la conférence nationale des forces vives de la nation. Le docteur a dit l'essentiel, les prémices qui ont conduit à cette conférence-là. Puisqu'il y a contribué. Puisqu'il y a contribué, parce qu'il a rappelé, c'était les étudiants en ce temps-là qui avaient lancé les grèves et autres et ont poussé à bout ce régime, ce robuste régime de ce temps-là. Pour ce que nous avons retenu, pour ce que nous pouvons expliquer à ceux qui nous suivent, parce que, on ne le répétera jamais assez, c'est un anniversaire, mais l'essentiel, c'est la réflexion autour de cela, parce que 90 s'est passé, qu'est-ce que nous faisons de 90 pour les générations futures? C'est ça qui est la question. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un jeune? Un jeune, bon, ça, c'est un autre développement. On vous dira que est jeune celui qui le demeure dans l'esprit. Donc, n'allons pas aller sur ce terrain. Comme dans l'âme. Il y a un politicien qui a dit dans ce pays, je ne vais pas le citer, qui vous a dit que je suis vieux. Je suis jeune. Donc, n'allons pas faire ce débat-là, mais pour circonscrire ce thème de la jeunesse-là, nous pouvons dire que c'est la nouvelle génération émergente. C'est cette jeunesse-là qui veut apprendre et construire et contribuer aux côtés des aînés. Il y a Derlin Zissou, l'ancien président Derlin Zissou, qui dit qu'il y a des jeunes de 70 ans et des vieux de 30 ans. C'est ce que j'ai dit, parce que l'esprit demeure jeune, donc le corps demeure jeune. Donc, le docteur le rappelait en 72, pour mettre fin un peu au désordre qui régnait dans le pays, une crise sociale qui a fait que le Bénin, le Dahomey, ce pays était gouverné par un monstre à trois têtes. Et ça dit, c'était intolérable pour un petit pays comme le Bénin d'être dirigé par trois hommes de régions différentes. Donc le général Mathieu Kérékou, pour mettre fin à cela, a opéré ce coup d'État-là. Il est devenu l'homme du 26 octobre 1972 et ça a été salué parce qu'il fallait mettre fin à cela. En 1977, il met en branle le marxisme-léninisme, qui est cette doctrine-là
repris par Lénine, les réflexions philosophiques de Karl Marx interprétées par Lénine, et qui voudrait que les unités de production passent aux mains de l'État pour que progressivement on passe du socialisme au communisme, pour que l'État disparaisse, pour qu'on vienne dans un État égalitaire, totalitaire. C'était bien pensé, sauf que il y a un contexte. C'est dit que pour gérer ce système-là, il fallait un parti bien organisé, structuré. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'était un régime militaro-marxiste, il y avait la dictature, donc très tôt, il y a eu l'oppression des peuples, l'imposition de la pensée unique avec le parti-État, PRPB. Donc tout de suite, ça a tourné au vinaigre parce que il y avait des crimes, des emprisonnements politiques. Donc les populations le vivaient très mal. Et couplé à cela, il y a eu la malgouvernance de quelques... Parce que Martin Kérékou était entouré de quelques zélés lui-même, même si il n'était pas ce qu'on pense. Il y avait ceux-là autour de lui qui le poussaient à bout. Donc, à cette dictature a été couplée la malgouvernance. Et notons que de 80 à 90, il y a eu une crise économique mondiale aussi. Donc, vous voyez un peu, il y a un cocktail. Voilà, il y a un cocktail qui se préparait, dictature, malgouvernance, crise économique, jusqu'à ce qu'en juin 89, il y ait le programme d'ajustement structurel en juin 89. Et en novembre, Mathieu Kérékou, face à la Fronde, a promis dans un discours l'avènement d'un air nouveau, mais personne n'y a cru. C'était pris comme les dessins d'un dictateur qui était prêt à enfumer son peuple en ce moment-là et le récupérer à d'autres fins plus tard, parce que avant cette déclaration de novembre, il y a eu cette marche-là, la colère, un peuple est cité, surexcité, fâché, en colère, qui a poussé le général dans ses derniers retranchements à l'église Saint-Michel. Il a cru que les citoyens créant Dieu allaient lui laisser la vie sauve dans l'église. Et puis, il s'est rendu compte à ce moment-là et que l'heure était venue, le moment était venu, parce que les salaires n'étaient plus payés, les pensions de retraite n'étaient plus payées, les bourses scolaires n'étaient plus payées. Donc c'est un peuple décidé à en découdre avec un régime. Donc à ce moment-là, il a pris la sage décision, non pas seul, mais poussé par cette colère et par la pression internationale. Mais toujours est-il qu'il faut lui reconnaître que c'est lui, malgré tous ces facteurs, qui a pris la décision en son âme et conscience, un 7 décembre 89, si je n'abuse, d'annoncer la suspension du parti unique, la fin du marxisme-léninisme, et annoncer pour 90 la conférence nationale, voilà, qui devait rassembler les différentes sensibilités de la nation béninoise, République populaire du Bénin d'alors. Et c'est ainsi que un lundi 19 février 90 a débuté la conférence nationale des forces vives de la nation, où toutes les sensibilités du pays étaient conviées pour repenser, pour élaborer une nouvelle charte d'union nationale, pour mettre en route un projet de société qui devait mettre en place un libéralisme économique, donc, et le fondement du renouveau démocratique. Et l'issue de cette conférence qui a pris fin le 28 février a été fondamentalement la Constitution du 11 décembre 1990. Donc pour la petite histoire, pour ce qu'on peut retenir, pour ce que je peux dire, voilà un peu. Le sensu. Et pour les fouilles et recherches. Docteur Ramon Assoba. Oui, il faut remarquer qu'il a bien insisté sur ces dates-là qui ont balisé ce que Thévo Edré a appelé la reprise de l'initiative historique, la reprise aussi de la dignité de soi, et puis cette propension à être responsable de son destin. Il faut aussi souligner que en ce temps aussi, parce que c'est important de le savoir, en tant que sociologue, il faut dire que la situation dans laquelle nous sommes actuellement aussi, la même situation que celle de 89-90, parce que d'une certaine manière, vous allez comprendre... Ce serait exagéré de faire une telle comparaison. Non, puisque vous savez que les institutions aujourd'hui sont menacées. Il y a pire en 89. Non. Mais là, on ne frôle pas encore le pire. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a beaucoup de syndicats. Si. Et que
il y a beaucoup de partis politiques. Mais en 80... On n'a pas recensé encore plusieurs en mois de cette période-là, salaire impayé. C'était un seul syndicat. On n'a pas recensé encore... je ne sais pas, Fréjus, c'est l'autre qui me dira le contraire. On n'a pas recensé encore des exilés politiques comme vous. Non. Ici, on n'a pas recensé encore cette dictature qui rayait à l'époque. Non, je ne parle pas de... Il y a une pluralité de points de vue. Actuellement, nous sommes dans la pluralité. Et elle est le résultat de la sortie justement de cette période. C'est ce que je voulais souligner. Oui, mais ça dit que quand vous tentez cette comparaison... Il faut tenter la comparaison parce qu'en tant que sociologue, il y a une dynamique sociale, il y a des bouleversements. Aujourd'hui, il y a les forces sociales. De 85 à 89, c'était l'Union nationale du syndicat des travailleurs du Bénin. C'était un seul syndicat qui représentait tous les travailleurs. Mais de 89 à 90, petit à petit, les syndicats vont se désaffilier de l'UNSTB et retrouver leur autonomie et aller à la conquête des libertés d'association et d'expression. Et donc c'est pourquoi il faut comprendre aujourd'hui que la dynamique des syndicats est une résultante de la conférence nationale. Et donc il est important de le savoir pour comprendre que les mouvements associatifs que nous avons aujourd'hui ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont le produit d'une situation sociale qui était explosive. Il en est de même pour les partis. Il y avait un seul parti, le parti de 75 à 1989, il y avait un seul parti, le parti de la Révolution populaire du Bénin, avec ses organes centraux dont a parlé mon ami. Mais il faut savoir que le multipartisme est une conquête qui est le produit de la conférence nationale. Et il est important de le souligner parce que celui qui ne connaît pas son histoire va mener le pays à la déstabilisation. Il faut savoir qu'on ne décide pas du nombre de partis ou d'associations. Parce que c'est la consommation de la liberté d'appartenir à une terre et d'avoir un destin et de rêver, surtout de rêver. Donc c'est important de le souligner aujourd'hui parce que lorsque un groupuscule s'assoit pour faire des calculs, pour dire on va limiter les partis ou bien on va limiter les associations ou bien on va suspendre telle association, ce groupuscule est en train en même temps d'imprimer une orientation comme vous nous l'avez sociale. enseigné aussi au campus et ailleurs. Vous savez, les théories restent ce qu'elles sont. Vous ne me direz pas le contraire, mais elles ne sont pas des principes absolus. Non, les théories sont une propension de la pensée dans le temps pour rationaliser dans le temps, le désordre des comportements. On peut toiletter aussi les théories et les adapter aux réalités actuelles. Et à condition que ces réalités, les paramètres de ces réalités soient tirés de la réalité sociale. Vous prenez par exemple le marxisme-léninisme en ce temps-là. C'est une aliénation. C'est une aliénation politique parce que ça ne correspondait pas aux valeurs de la population béninoise. Vous comprenez un peu. Et donc, il faut comprendre que le multipartisme, bien que ce soit d'un abord politique, il faut comprendre que cela nourrit la liberté de la population béninoise. Et donc, à partir de là, il faut comprendre que recouvrer la liberté, pouvoir s'exprimer, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation sur la place publique, la liberté de rêver sont des aliments qui ne se construisent pas. Ils sont produits, sécrétés par la culture de la nation. Et donc, nous sommes dans une situation par rapport à laquelle il faut rappeler ces principes enchâssés dans le préambule de la Constitution de 1990. Et il faut aussi dire que la conférence nationale, on avait dit la conférence nationale des forces vives de la nation, et c'était une révolution.
il faut dire qu'en ce temps, le président Kérékou pensait à une réforme. C'est-à-dire, vous savez, pendant la Révolution, lorsque c'est cyclique, la loi des cycles montre qu'à un moment, les institutions sont bloquées parce que les actions des hommes liées à leurs intérêts créent des situations de crise. Alors, le parti changeait des hommes, cooptait de nouveaux sangs et puis repartait. Mais toujours pour retomber dans la situation de gabégie, d'incurie, de mal-gouvernance, c'est-à-dire de détournement des biens du peuple, etc. Vous savez que c'est pas que la révolution avait échoué. Il y avait eu la production, et la production en biens économiques et en richesse financière. Mais c'est parce que les révolutionnaires se sont transformés en des voleurs. Ils ont commencé par détourner l'argent de la République. Et c'est cela qui les a amenés à l'impasse de ne plus pouvoir payer les salaires. Vous comprenez un peu? Il y a même quelqu'un qui a détourné l'argent, il est parti, il a laissé un billet dans le coffre pour dire que j'ai pris ma part. Vous comprenez un peu? Donc, il faut comprendre que c'était une révolution. Quelqu'un pensait qu'il allait refaire le même jeu. Or, justement, et c'est ce qu'il faut souligner, la conférence, dès l'entame le 19 février 1990, a revendiqué sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, il n'y aura pas comme on le dit, il n'y aura pas on appelle ça... Remise en cause des non, pas de remise en cause. On devrait interroger le peuple pour savoir quelle institution accepte un référendum. Mais il faut comprendre que la conférence, en décidant d'être souveraine, a exigé donc que ces décisions s'imposent aussi bien à Kérékou qu'à toute la nation. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ça qui a balayé donc, la dictature du marxisme-léninisme. Et je vais finir par dire que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il manque justement un leitmotiv. Il manque... la démocratie n'est plus le seul slogan. Il manque une philosophie qui va pouvoir justement entraîner le peuple vers la réalisation de ses desseins. Oui, Frère justement. Je vais rebondir un peu sur les bords de ce que vient de dire le docteur. Il est vrai, le docteur l'a dit, le marxisme-léninisme était une aberration pour le Bénin parce que Lénine, en reprenant les grilles d'analyse de l'économie marxiste et du matérialisme historique, l'a adapté au contexte russe en ce moment. Au Bénin, ce n'était pas le cas. Nous avions nos réalités, ce n'était pas le cas. Et quand le docteur tentait une comparaison, je crois qu'il n'a pas totalement tort parce que nous nous retrouvons un peu dans ce contexte où les nouveaux dirigeants tentent de nous imprimer une ligne qui ne correspond pas forcément aux réalités du Bénin. On vous donne souvent, quand vous osez ou bien vous souhaitez mettre quelques critiques face à certaines décisions, on vous donne rapidement l'exemple du Rwanda qui a atteint un développement aujourd'hui avec un système et qu'on tenterait de mettre les pieds dans ce plat-là. Mais nous n'avions pas les mêmes réalités que le Rwanda, nous n'avions pas les mêmes réalités que d'autres pays. Nous avions nos réalités. Ça n'est qu'un exemple. Ça n'a qu'un exemple. Donc, ce que je dis, c'est que dans ce système, il y a bien de points positifs, mais souvenez-vous, en 90, quand le Bénin a réussi sa conférence nationale et que d'autres pays ont voulu faire comme le Bénin, est-ce que ça a marché? La réponse est non, parce que le Bénin avait ses réalités et les autres pays avaient leurs réalités. Donc, ça ne peut pas marcher en voulant copier une extension et appliquer au Bénin un système qui ne correspond pas à nos réalités. Et qu'est-ce qui peut encore pousser à comparer 90 à ce jour, à nos jours? Vous avez vu, dans un passé très récent, les associations estudiantines ont été suspendues. Oui. Donc, il y a ce qu'on peut appeler une restriction des libertés. Ça pouvait se faire autrement. Nous sommes dans un contexte de fronde sociale où les syndicats sont entrés dans la danse, la société civile est entrée dans la danse récemment. On parle de serrage de ceinture, on parle de crise économique. Oui, parce que ça se sent, même si ce n'est pas le même modèle, ce n'est pas
pas la même chose qui s'est passée en 90 où il y a eu suspension des salaires. Ici, aujourd'hui, il y a eu baisse du pouvoir d'achat des citoyens. Vous avez vu la marche des femmes qui ne demandent qu'à être relogées, réinstallées aux abords des voies pour trouver le peu parce que leurs enfants, leurs maris étant à la maison sans moyens. Donc, il y a une idéologie en cours, il y a une dynamique en marche qui veut aller à un développement avec un système donné et qui n'ouvre pas trop les portes pour recevoir les critiques. Donc, nous sommes avec un régime qui s'enferme un peu et dans sa dynamique avance. C'est votre lecture. Et je crois, c'est ma lecture. Donc, toute chose qui crée une frustration, forcément, au niveau des citoyens. La société civile, aujourd'hui, a un appel à la désignation des membres du COSDEPI pour éviter une situation future pour les élections. Mais on va se demander, mais qu'est-ce qui empêche véritablement la désignation de ces membres-là pour éviter l'impasse à venir? Qui s'arrange de créer l'impasse-là? C'est dit que, véritablement, les dirigeants actuels ne font pas forcément cas, ne prennent pas forcément en considération les leçons de la conférence nationale. Parce qu'on a parlé de renouveau démocratique, on a parlé de renouveau économique, c'est du renouveau médiatique, mais on a tendance à croire que chacun vient et veut faire son bonhomme de chemin sans penser forcément à ce qui a été fait par le passé. Il y a tellement de points et d'angles sur lesquels on pourrait revenir, rassurez-vous, les fois à venir, toujours à propos, on ne va pas revenir sur les acquis, la liberté et autres, non, on va plutôt se rappeler maintenant les grandes leçons, et ces leçons pour la postérité. Oui, Loïs, et pour finir, il faut savoir que lorsque les journalistes parlent, lorsque les journalistes abordent l'analyse des faits, ils sont les observateurs de la société. Ils sont les observateurs de ce qui ne change pas. Mais surtout, et c'est c'est salutaire ce qu'a dit le regard croisé, en sociologie on appelle ça les régularités sociologiques. C'est-à-dire des situations qui reviennent cycliquement. La récurrence. Oui, la récurrence. Et même on a bâti une méthode de réflexion par récurrence en mathématiques. Et ces régularités sociologiques, prenez, c'est justement parce qu'on n'a pas tiré les leçons que ces situations reviennent. De 85 à 89, l'apparatchik marxiste-léniniste pouvait voyager, pouvait faire voyager les maîtresses. Et même les enfants des pauvres, surtout les filles, étaient détournés de l'éducation vers les voitures noires, où on a prostitué la jeunesse et béninoise. Prenez le temps de Yahi Boni, de 2006 à 2010. Ça a été quoi? Le salaire politique. Alors que lui-même, il avait demandé 2 ans de probation. Et les syndicats lui ont remis un livre blanc. Mais après 2 ans, on a vu encore les salaires politiques. Et les syndicats ont entonné tous chorus la grève pour justement améliorer la situation. Nous nous retrouvons en 2018. De 2016 à 2018, c'est la même situation. Alors qu'il y a un cahier de charges où toutes les forces sociales étaient conscientes qu'il fallait quelqu'un maintenant pour résoudre les problèmes sectoriels dont l'État a reconnu. La véracité, ce sont les salaires politiques encore. Et la même réaction, les grèves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez ces 3... mauvaise assimilation des leçons. Non. C'est une inculture de la démocratie d'abord et c'est une situation dans laquelle nous avons des dirigeants qui ne sont pas en diapason avec les besoins de la population. Mais aussi, troisièmement, puisque tu as dit qu'il faut tirer les leçons, c'est que, et c'est ça la grande escroquerie de l'élite, les sociétés publiques génèrent des bénéfices.
il n'y a pas un organe ou une structure pour les rassembler et envisager la résolution des problèmes et même l'inventivité pour créer d'autres paramètres d'amélioration de la vie de la population. L'élite maintient ses richesses et passe et maintenant se partage ça. Et à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on dit il n'y a rien dans la caisse, hein, il n'y a que 45 francs. Mais après, le budget... Alors, quelle leçon retenir? La leçon, c'est ce que nous disons, il faut aujourd'hui, et c'est ça, c'est une problématique. C'est une problématique parce que nous ne sommes pas des apprentis sorciers qui nous retrouvons ici pour dire que ce sont des recettes de cuisine. La cuisinière, c'est qu'elle doit préparer. Mais les plats, selon les plats, les recettes ne sont pas les mêmes. Vous voyez un peu. L'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention justement, peut-être sur la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est que depuis 90, la leçon, c'est que le peuple a pensé que il faut choisir le président qui vient d'une structure internationale parce qu'on pense qu'il saura générer de la richesse, mais ceux qui sont venus n'ont pas pu distribuer la richesse. Maintenant, nous avons des opérateurs économiques qui viennent et, bizarrement aussi, on retrouve la même situation de non-connexion avec justement ce que Thiévois a appelé la reprise de l'initiative historique. C'est-à-dire il faut inventer de nouveaux organes. Il faut sortir... Ici, il faut dire que les politiciens font la politique en regardant la France. Merci. Ce qui se fait. Non, il faut inventer de nouvelles... Frédéric Hollande, tel un comprimé, les recommandations de la conférence nationale sont-elles périmées? Non, nous n'allons pas dire périmé. Il y a encore de la ressource, il y a encore de la matière. Comme je l'ai dit, on n'a pas suffisamment tiré le son de cette conférence-là. Vous savez, en 90, le Bénin avait deux choix. Deux choix, le dialogue, la conférence ou bien une guerre civile. Le Bénin a choisi la conférence nationale. Et dès le début, le 19, Mathieu Kérékou disait qu'il est conscient des implications et des conséquences qu'allait induire cette conférence nationale-là. Et à la fin, il dit qu'il s'engage résolument à appliquer avec rigueur les recommandations de cette conférence-là. Il dit que ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, c'est de la responsabilité sociale. Et c'est à cela que la conférence nous appelle. C'est la leçon fondamentale de la conférence nationale. C'est la responsabilité sociale du dirigeant. Il n'y a pas un dirigeant qui doit venir pour dire j'ai une idéologie, vous m'avez élu pour une idéologie, j'avance, je ne vous regarde plus parce que c'est cette mission que vous m'avez confiée. Il peut arriver que dans la marche là, il peut y avoir des facteurs pour modifier, pour que les dirigeants puissent avoir l'oreille là, pour avoir cette responsabilité sociale d'écouter, parce que les mêmes causes reviennent. Les mêmes causes reviennent. En 10 ans de Mathieu Kérékou, en 10 ans de Boni Yayi, qu'est-ce que le Bénin a obtenu fondamentalement? Où sont nos industries? Est-ce que nous sommes autosuffisants? Parce que la conférence nationale, c'était aussi ça. C'était aussi de redresser économiquement le pays. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes dans l'UEMOA? Où est-ce que nous en sommes dans la CEDEAO? Où est-ce que nous en sommes dans l'Union africaine? Nulle part. Donc, il faut véritablement une idéologie, comme le disait le docteur, une philosophie que nous devons résolument suivre, sans pour autant quitter cette voie et la responsabilité sociale que les dirigeants doivent avoir. J'ai dit à l'entame du débat à faire croiser que nous allons nous permettre de remonter à 28 ans. Donc vous êtes d'accord avec moi que la conférence suit son cours, n'est-ce pas? Je suppose que nous sommes en 1990, la conférence suit son cours. C'est-à-dire que la semaine qui vient, on pourra revenir encore de temps à autre, sortir quelques autres angles. Nous sommes au 4e jour de la conférence. N'est-ce pas? Donc on a encore bien des jours, on a encore bien des jours pour continuer à réfléchir. La loi fondamentale est-elle toilettable? Si oui, on va réfléchir encore davantage sur différents angles, rassurez-vous. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, docteur Raymond Assogba. Avec vous, nous allons aborder dans l'autre école la semaine qui vient. Eh bien, la thérapie de l'urine, ce ne sera pas dans débat fait croisé, mais à l'autre école. Matin d'Éden se poursuit.
Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Ah, Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Je suis commerçant comme toi. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandises. Mon secret, c'est ma carte unique de Ravip. Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au Ravip? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population, tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. Qui te parle de politique? Avec Ravip, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population, RAVIP. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou, le 14 janvier 2018, pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Heureusement que si m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dis-moi, vous n'avez pas tiré pas? Mais quand même, deux frères, Pierre. Oui, mon frère. Yo, mais comme, on va voir France tout. Fac Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nouin. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être. Communiquer, appeler et obtenir facilement les informations sur le RAVIP. L'Agence nationale de traitement ANT et le comité technique de pilotage du RAVIP, CTP RAVIP, informent le public que toute personne, où qu'elle soit, connectée ou non, peut demander facilement et obtenir des précisions sur le RAVIP. Les différents centres d'enrôlement, pièces à présenter pour se faire recenser, protocole d'enrôlement,
peut appeler le 7016 à 2 francs la seconde depuis les réseaux GSM, Move et MTN. Le RAVIP est à leur écoute tous les jours de 8h à 19h sans interruption. Allez, la chansonnette et la sélection d'Eden maintenant. Bonjour à nouveau à Nomori Yagoua. Bonjour à nouveau, Freddy Loris Davor et aux téléspectateurs. Qui a fait l'exercice ce matin? Oui, ce matin, nous allons recevoir Dr Jérémy Dovonou. Il est spécialiste des questions de l'éducation. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Merci de le recevoir chez vous. Agamayonu hede bogbe tombino kankanu monto memayonu wevie bogbe tombiro donwe nonu timbo ngbele cho enomboloro monjenu timbo ekogleo gbele nyenkugbele ne no ganwe Bomi sawe ma yato gbede freron Ogan hiro ko si vrome hon Ayato gbede ko tunga tonvo ho ho Bogan ko je ganteme Ndo mewe ku Bome bi la vi awe Le mina wagbon bona fan ye Pogolo jen kugolo ne Boda sino ko imbe Boda sino ko imbe Avec vous porotere o meiko vous divivo il enveme Partout où nous sommes, nous connaissons nos hauts et nos bas. Il ne faut pas croire que lorsque un individu a quelque part, il n'a que de bonheur, il n'a que de malheur. Non. Tout bonheur cache peut-être des difficultés aussi. Et donc, ça veut dire que dans la vie, il faut bien sûr être heureux de votre sort. Et ce que Dieu a pu faire de vous, il faut l'aimer. Cela ne voudra pas dire qu'il ne faut pas se battre. Il faut se battre, mais toujours est-il que partout où vous êtes, qui que vous soyez, eh bien, il y a toujours une petite mélancolie derrière votre bonheur. Et ça, c'est une leçon de vie. Agamayonu hede Bogbe tombino kankanu Monto memayonu wevie Bogbe tombiro donwe Nonu timbo ngbele Cho enomboloro Monjenu timbo ekogleo Gbele nyenkugbele ne No ganwewen Bomi sawe ma yato gbede freron Ogan hiro ko si vrome hon Ayato gbede ko tunga tonvo ho ho Bogan ko je ganteme Ndo mewe ku Bome bi la vi awe Le mina wagbon bona fan ye Pogolo jen kugolo ne Boda sino ko imbe Boda sino ko imbe Avec vous porotere o meiko vous divivo il enveme Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Après la chansonnette maintenant, la sélection d'Eden et puis après la revue Inter et le sport, la revue Inter, les clés du monde et le sport, la sélection d'Eden. Oui, et on sent évidemment que le menu il reste encore voilà, à le parcourir. Il y a encore beaucoup d'éléments à venir. Oui, il est tout stressé. Voilà. Il est tout stressé. Il faut parcourir le menu en vitesse. Allez, la sélection d'Eden, chers amis. Ce matin, jeudi, nous sommes. Je vous propose en fait une vidéo qui est sortie il y a 2 jours à peine. D'accord, une vidéo à nous proposer par une artiste qui est passée par ici déjà il y a 1 ou 2 semaines en arrière. C'est Simé Guédou qui a d'ailleurs soufflé, il faut savoir, une bougie de plus le 20 dernier. Et justement, pour cette occasion, elle a tenu à offrir un cadeau, on va dire, à ses fans en leur sortant cette vidéo tant attendue. Un hit qu'elle a proposé l'année dernière, qu'ils vous souviennent, elle nous proposait du bon à Gondo. Le titre justement, la vidéo qui est sortie donc le 20 février dernier
date où elle souffle une bougie de plus, vidéo que je propose ce matin. Tu nous as sur pas Matin invité. d'Éden. On suit? Oui, on suit, on y va. Voilà, la nouvelle trouvaille de Cécimel, la nouvelle vidéo, j'allais dire, de Cécimel. Qui est sortie le 20 février dernier, le jour où elle soufflait une bougie de plus à Gondor. Ce titre-là, évidemment, dans lequel elle nous propose du bon ou du bon, je ne sais pas comment vous prononcez la chose concrètement. Et évidemment qu'on se rend compte donc que c'est une réalisation de Real Sniper. On se rend compte aussi qu'il y a une mise en valeur donc, de la culture de chez nous. Tout ceci avec une teinte d'humour. Et voilà, c'est la signature de Cécimel. En inter, si tout va bien, si le temps le permet, en tout cas, on ira en Côte d'Ivoire, une fois de plus, pour retrouver Baby Félix qui nous propose l'histoire d'Amidou, hors série. On va dire quoi, le numéro 2. Voilà. Très bien. Ahmed Harikpar, merci. C'est moi. Vous donnez rendez-vous aux amis, aux auditeurs de la 102.3 sur bien sûr. La Musicale Info. Carlo François est déjà positionné pour nous faire visiter différents sites internet. Voici la revue Inter sur Matin d'Éden. Bonjour à tous et bienvenue. Démarrons par cette information que nous pouvons lire sur la plateforme lemondafrique.com qui concerne la France qui doit rompre avec la rhétorique martiale qui prévaut au Sahel. Selon un collectif de chercheurs, l'outil militaire français doit être subordonné à un projet politique réaliste défini par les sociétés sahéliennes. Information réalisée sur cette plateforme lemondafrique.com. Toujours en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour être beaucoup plus précis avec la plateforme jeuneafrique.com. Les élections sénatoriales auront lieu le 24 mars. Les élections sénatoriales ivoiriennes se tiendront le 24 mars prochain, a précisé ce mercredi Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement. La campagne électorale se déroulera du 19 au 22 mars. Toujours en Afrique, avec Africa News. Cette fois-ci, nous apprenons que 2 soldats français ont été tués et un blessé au Mali. 2 soldats français ont été tués et un blessé mercredi au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule blindé, a annoncé l'Élysée dans un communiqué confirmant de précédentes informations de sources
militaire. Toujours par rapport à cette même information, la plateforme de Radio France Internationale revient là-dessus en titrant « Mali, 2 soldats français tués par l'explosion d'une mine artisanale ». Au Mali, encore 2 soldats français ont été tués lors d'une opération de l'armée française mercredi 21 février. Le président de la République Emmanuel Macron a fait part de sa très vive émotion alors que la ministre des Armées, Florence Parly, s'associe à la douleur des familles. Un 3e soldat blessé a été transféré vers la base française de Gao. Cette attaque intervient à l'avant-veille de la réunion de Bruxelles pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel prévue à terme pour succéder à la force Barkhane. 22 soldats français ont été tués au Sahel depuis le début de l'opération Serval en 2013. Direction sur d'autres continents. Nous sommes sur le continent américain avec Donald Trump qui envisage d'armer les enseignants. Dans l'idée du président américain, les professeurs concernés porteraient le arme de façon dissimulée et suivraient une formation spéciale préalable. Et si les enseignants portaient des armes pour protéger les élèves en cas d'attaque semblable à celle qui a fait 17 morts la semaine dernière dans un lycée de Floride. C'est ce qu'envisage le président américain Donald Trump. Évidemment, cela s'appliquerait uniquement aux enseignants sachant manier une arme, a-t-il concédé mercredi 21 février en suggérant d'armer 20% des effectifs des équipes pédagogiques. Toujours en Amérique, Monténégro attaque à la grenade contre l'ambassade des États-Unis. Information qui nous est rapportée par la plateforme www.20minutes.fr. Un homme s'est fait exploser devant l'ambassade des États-Unis à Podgorica après avoir jeté une grenade à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le gouvernement du Monténégro à minuit et demi en face du bâtiment de l'ambassade des États-Unis au Monténégro. Une personne inconnue s'est suicidée avec un engin explosif. Juste avant, cette personne avait jeté un engin explosif à l'intérieur du site de l'ambassade selon le gouvernement. Voilà qui vient mettre un thème à la revue inter de ce matin. Merci à chacun de vous de votre aimable attention. Nous allons nous retrouver demain pour d'autres informations à l'échelle internationale. Très bonne journée à chacun de vous et à tous. Et oui, et pour finir maintenant, le sport avec vous, Judy Kael, Polycap Aïdino. Bonjour. Bonjour, l'auditeur d'abord. Bonjour à tous. Il n'y a pas dit tranquille en fait. C'est pas bien grave. J'ai hésité un moment. Le sport maintenant. Eh bien, nous allons y aller sans ce qui vous annonce, puisque nous l'avons fait, sans votre jingle de début. Voilà, Ligue africaine de champions, ça passe pas pour les Buffles de Borgou au tour préliminaire. Malheureusement, Loris, c'est l'information donc de la soirée de ce mercredi. Les footballeurs du club béninois avaient la possibilité de se qualifier pour les 16e de finale face à l'ASEC Mimboza ce mercredi. Ils ont raté le coach, mais qu'est-ce qu'ils avaient des opportunités d'éliminer à Abidjan, la formation ivoirienne. Les joueurs d'Idrissou Bountari ont rejoint à 2 reprises l'ASEC Mimboza au score. Bawa obtient une première égalisation à la 49e minute de jeu après l'ouverture du score de la 29e minute signée Agbe Niadan. Quant à la seconde égalisation, elle fut l'œuvre de Agoyon à la 66e à la suite du 2e but de l'équipe ivoirienne de la 52e. C'est faute d'une 3e égalisation que les Buffles quittent donc la compétition à l'étape du tour préliminaire après l'échec 2-3 du match retour et le match nul 1-1 de Cotonou. De quoi faire avoir des regrets au coach des Buffles. Voici ses propos, Loris. J'ai beaucoup de regrets après cette rencontre. Nous avions nos chances de qualification dans le jeu. Nous avons montré que nous étions une bonne équipe. Techniquement, la SEC n'était pas au-dessus de nous. Mes joueurs ont tout donné. Maintenant, il faut retourner pour suivre le tournoi et revenir plus fort la prochaine fois. Voilà donc pour ce qui concerne l'intervention de l'entraîneur des Buffles du Bénin, Buffle FC du Bénin. Une intervention qui contraste avec les propos de l'entraîneur de l'ASEC Mimboza. Je ne suis pas content de la manière dont nous nous sommes qualifiés. Nous avons
été trop lassiste derrière en offrant 2 buts à l'adversaire. On s'est fait peur tout seul. Je suis vraiment en colère contre mes joueurs parce que ce match pouvait tourner au vinaigre pour nous. Donc voilà ce qu'a déclaré l'entraîneur de cette formation, Amani Yao. Et malgré ce ressenti de l'entraîneur de la SEC Mimosa, la formation va disputer les 16e de finale et son adversaire Zesco United FC. On a aussi noté la qualification de Plateau United d'un certain Salomon Junior, international béninois, dont le club disputait également le tour préliminaire de cette Ligue des Champions. Et le club nigérian a éliminé Edding Sport Football de la Lekié, un club camerounais, après le résultat 1-0 au match retour 3-0. C'était le score du match aller. Donc Plateau United peut donc continuer par disputer cette compétition, Loris, à savoir la Ligue des Champions, l'une des compétitions de club sur le continent africain. Merci Polycarpe. On retient quand même que les Buffles n'ont pas été aussi minables que ça. Ah, surtout quand pas. Je suis votre résumé. Surtout pas. Et pour revenir plus fort les saisons à venir. Oui, c'est ce qu'on leur souhaite. Coupe des clubs encore, mais en Europe cette fois-ci. Man U et Séville font match nul en 8e de finale. Allez. 0-0, c'est donc le score de cette rencontre qui opposait le club espagnol et puis la formation anglaise. Et puis Manu peut remercier son gardien, De Gea, auteur de plusieurs arrêts qui ont permis à Manu de continuer par croire en un succès final. On va maintenant écouter les entraîneurs des deux formations qui se projettent déjà sur le match retour qui aura lieu à Old Trafford. Je suis content de la performance de l'équipe. Ils ont fait preuve de personnalité face à une équipe rivale de haut niveau et à un entraîneur de haut niveau. On aurait pu marquer au moins un but parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités. C'est dommage. Ça ne nous plaît pas et ça ne plaît pas aux joueurs et aux supporters non plus. Mais tout reste ouvert et on verra au match retour. Le résultat reflète ce qu'a été le match. Si vous me demandez si c'est un bon résultat, je réponds que ce n'est ni bon ni mauvais. On avait 2 matchs à jouer, maintenant il reste un match pour nous départager à Old Trafford. Et ce match retour est prévu pour le 13 mars prochain avec comme enjeu évidemment une qualification pour l'une ou l'autre équipe. Pour ce qui concerne Manu U, l'équipe court après une qualification pour les quarts de finale depuis 2014 et pour ce qui concerne Séville, ça remonte aux années 50. Donc vous imaginez donc l'enjeu de cette rencontre retour qui va opposer ces deux formations. Et dans l'autre rencontre de ce mercredi, toujours dans le cadre des 8e de finale aller de la Ligue des Champions, on a noté ce résultat. Le Shakhtar Donetsk qui a battu 2-1 l'AS Roma. Le but romain a été inscrit par Under Ferreira est lui le buteur du Shakhtar Donetsk, Loris. Oui, Polycarpe, on finit par cette question, je ne dirais pas insolite, mais question subsidiaire. Où en sont les écureuils? Et qui coach actuellement les écureuils? Toujours pas d'entraîneur, en tout cas depuis que le contrat de l'ancien sélectionneur est arrivé à expiration. Nous avions eu le temps d'en parler depuis quelques mois et on espère toujours la nomination d'un nouvel entraîneur pour l'équipe béninoise de football. Ça devait être l'une des grosses actualités de cette année. Donc voilà, pour ce qui concerne nos internationaux béninois. Vous n'en avez pas recommandé à Osvaldo Meki? Si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai, certainement. Maintenant, au-delà de la sélection, il y a l'actualité des footballeurs que nous évoquons de façon personnelle toutes les fois que nous en avons l'opportunité. On suit particulièrement ces saisons du côté de la Turquie. Il y a Mounier qui s'illustre parfaitement. C'est qui retrouve une nouvelle vie. Hein? Ah, certainement, oui, absolument. Il y a aussi Mounier qui s'illustre parfaitement. Peut-être tôt fait de le hisser au rang de vétéran. De vétéran. Il n'est pas moins vétéran, sauf que c'est quand même un trentenaire. Donc, sauf qu'il est toujours en jambes et il apporte la preuve qu'il est encore capable de disputer plusieurs rencontres. Je voulais aussi mettre l'accent sur les prestations de Mounier du côté de Huddersfield en Angleterre. Mounier, auteur de plusieurs buts avec sa formation anglaise. Donc voilà pour ce qui concerne l'actualité de certains footballeurs dont on a de cesse de parler. Il y a aussi le cas de Salomon Junior dont j'ai parlé il y a quelques minutes avec Plateau United, une formation nigériane qui a réussi à se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue des Champions sur le continent africain.
Merci, Judicaël, Polycap, Aïdino. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine, n'est-ce pas? Mais Bien avant sûr. de vous libérer, je vous propose de la musique. C'est avec Baby Philippe. Vous connaissez Baby Philippe? Bien sûr, cet artiste ivoirien. Et qui, avant d'être artiste, chanteur, était dans les coulisses. Il toilettait les morceaux des autres. Il était ingénieur de son. D'accord. Avant de nous faire valoir maintenant sa polyvalence au micro. C'est bien lui qui signe le Hit Inter. C'est l'histoire d'un jeune nommé Amidou, un jeune très courageux, l'aîné d'une famille de 6 enfants, dont le père ne vit plus. Amidou, espoir de sa famille, s'accrochait à ses études pour assurer un avenir meilleur à sa mère et ses 5 petites sœurs. Allah kananto nyaninina, nebi darila. C'était la prière du jeune Amidou, espoir de sa famille. Allah kananto nyaninina, nebi darila. Amidou tumbe miri la komina, abaya sege kanake banzaye. Amidou pensait qu'avec ses diplômes, il allait facilement trouver du travail. Mais la réalité est loin de ce qu'il avait imaginé. Il se retrouve au chômage, voyant la souffrance de sa famille. Inquiet pour son avenir, il décide d'aller en Occident en passant par la mer au risque de sa vie. Allah kananto nyaninina, nebi darila. C'était la prière du jeune Amidou, espoir de sa famille. Allah kananto nyaninina, nebi darila. Amidou tumbe miri la komina, abaya sege kanake banzaye. Quelque part nous sommes tous des Amidou, jeunes talentueux, inspirés mais sans avenir. On a trop fait confiance à nos dirigeants africains, comme des enfants qui font confiance à leurs parents. Farafina de Yeouli, Farafina de Yeouli, Farafina de Yeouli, Farafina de Yeouli, Yeouli, Farafina de Yeouli. C'était la prière du jeune Amidou, espoir de sa famille. Allah kananto nyaninina, nebi darila. Amidou tumbe miri la komina, abaya sege kanake banzaye. Merci à Baby Philippe qui signait ce Hit Inter. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.